Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ pour un nouvel épisode de TTRPG. On se retrouve à nouveau avec les stats. Les stats, comment ça va ? Ça va très bien. Je me suis un peu invité pour celle-là. Je reconnais que j'ai été proactif. Mon agentivité a été glorieuse. C'est ça. Et puis ton argent aussi, qui t'a permis de continuer ta tournée des chaînes pour ta promo. Voilà, exactement. Ne le répands pas trop. J'ai dit que j'avais pas monétisé ma chaîne et tout. Faut que les gens continuent d'y croire. Ce sera coupé au montage. Merci. Donc vous commencez à à connaître, c'est pas très compliqué à comprendre. Le principe, vous posez des questions et on essaye d'y répondre. Et à chaque fois, en changeant un peu d'invité pour avoir un maximum d'angles différents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après cet épisode. On va commencer par la question de Gogots. Ça fait un moment qu'elle est dans la liste des questions, donc il était temps de mettre fin à cette polémique poignante qui nous questionne tous, au lever et au coucher. Qu'est-ce que vous entendez par théâtre de l'esprit ? Waouh. Faut que je réponde, il n'y a pas de transition, il n'y a rien, c'est bim, la question ultra ouverte et il faut y aller, quoi. Ouais, il te vous voit. Qu'est-ce que vous entendez par théâtre de l'esprit, les stats ? Ça, c'est normal. Je trouve que c'est bien. Merci pour le vouvoiement, c'est une bonne intention. Non, mais blague à part, là, honnêtement, pour moi, c'est assez clair. C'est tout ce qui se passe dans la tête, c'est tout ce qui permet. C'est le fait d'imaginer et de ne pas utiliser de support visuel en dehors de ce qu'on va imaginer dans son esprit. Je sais pas si c'est la meilleure manière de le dire, hein, j'improvise un peu la définition, mais à titre d'exemple, dès qu'on va sortir une battle map, pour le meilleur et pour le pire, on va sortir du théâtre de l'esprit. Alors bien sûr, autour d'une table de jeu, sur du jeu de rôle, il y a toujours du théâtre de l'esprit. Il y en a toujours. Tout le monde en fait en jeu de rôle. Enfin, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Après, c'est le degré. Mais voilà, à partir du moment où on fait preuve d'imagination et qu'il y a certains aspects qui ne seront pas visibles à l'extérieur, en dehors de nos esprits, eh bien, on fait du théâtre de l'esprit. Il me semble, et je vais peut-être dire de la merde, donc je vais essayer de pas trop mettre là-dessus, mais que tu vois qu'il y a des gens qui font de la fantaisie et donc qui ne peuvent pas imaginer des choses dans leur tête. Donc ça, c'est impossible à imaginer, justement. Tu vois, quand toi, tu peux le faire. Ouais. Et du coup, ma question, c'est un peu, est-ce que pour toi, le théâtre de l'esprit, c'est uniquement du visuel ? Est-ce que tu arrives à convoquer autre chose que du visuel, convoquer ou ça te vient naturellement d'ailleurs ? Alors, pour moi, le théâtre de l'esprit, en réalité, c'était tout ce qu'on va imaginer et qui ne sera pas représenté. Donc si par exemple on prend l'exemple d'une senteur, à partir du moment où le MJ te décrit une senteur et que tu n'as pas réellement la senteur, c'est du théâtre de l'esprit. Parce que tu imagines l'odeur. Donc non, c'est pas limité au visuel, c'est vraiment tout ce que... Alors effectivement, la condition dont tu parles, c'est extrêmement difficile de l'imaginer alors même qu'on est capable d'imagination. J'avoue que c'est assez particulier. Non, c'est tout ce que... C'est pour ça que c'est très vaste et que là, cette définition-là en jeu de rôle, elle a assez peu de sens parce que quoi qu'il arrive, le jeu de rôle, ça va être imaginer quelque chose. J'ai du mal à penser qu'on puisse faire du jeu de rôle sans imaginer quoi que ce soit. Il y a toujours au moins un facteur. Après, je pense que chacun est différent. Peut-être que là, la définition va devenir plus intéressante à cet égard. Tout le monde va pas imaginer les mêmes choses. Tout le monde n'a pas autant de facilité à imaginer du visuel, une senteur, l'ouïe, tout ça. Et des fois, c'est vrai que ça peut mener à pas des problèmes de communication, mais moi, je me suis rendu compte à force. Après, je me tais, mais ça me paraissait évident que pour tout le monde, la spatialisation, la représentation justement visuelle d'un endroit soit hyper claire. Parce que quand je décris ou quand on me décrit, en tant que joueur, en tant que MJ, je peux vraiment me balader dans les lieux. Et je m'en souviens très bien. Je peux circuler dans les rues telles que je les imagine. Et il y en a qui font pas ça. Il y en a même qui n'imaginent pas vraiment les visages ou... Tu vois ce que je veux dire ? T'es un peu développé. Ouais. Non, c'est intéressant. D'ailleurs, je pense il y a aussi le truc inverse. En fait, j'imagine que je reviens vite fait sur la fantasy. Je pense que tu vois potentiellement il y a des gens qui nous, tu vois, souvent on a un truc binaire, genre il y a des gens ils peuvent voir des trucs dans leur tête, des gens ils peuvent pas en voir dans leur tête. À mon avis, il y a une sorte de spectre. Et je crois qu'il y a un autre truc qui définit l'autre extrême, c'est les gens qui sont hyper fantasiques. C'est-à-dire que genre très facilement, tu vois, ils font pas attention à leur environnement parce que quand ils réfléchissent et ils pensent à des trucs, bah, ça se superpose presque. Alors machin. Et donc j'imagine qu'en fait on a tous, comme tu disais, des degrés différents on imagine tous de manière différente les trucs. Et c'est marrant ce que tu dis parce que en fait ce qui est drôle c'est que quand tu fais une partie de jeu de rôle, des fois t'as l'impression qu'on a partagé une fiction.
qu'on était tous dans le même monde pendant un moment, alors qu'en fait, genre, c'est faux d'une certaine façon. On était tous dans notre monde. Tu vois, c'est ça qui est drôle dans l'activité, tu vois. C'est genre, on dit, ah, et lui, il est toujours la tête dans les nuages, machin. Mais en fait, on s'est tous mis un peu la tête dans les nuages, moi, je trouve. Et à la fin, on n'a pas nécessairement vécu exactement la même histoire. Et comme dans la vie d'ailleurs, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas. Tu vois, si on partait faire une activité, on n'aurait pas regardé au même endroit, on n'aurait pas les mêmes souvenirs. Ouais, ouais, on va pas être marqué par les mêmes choses, ça c'est vrai. Je pense quand même qu'on peut, quand même, quand on va en discuter, on va se rendre compte qu'on a vécu la même histoire, qu'on était au même endroit, tout ça. En revanche, on voit pas forcément. Alors là, j'en reviens au visuel, mais parce que c'est tout de même, on a beau dire, oui, en jeu de rôle, c'est pas que le visuel, c'est l'audition, l'odorat, tout ça. En réalité, en tant qu'humain, on est une espèce quand même très visuelle, qu'on le veuille ou non. Alors certes, il y a des gens qui voient pas tout ça, mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est terrible. On perçoit avant tout le monde par la vision. Pour les gens qui n'ont pas de handicap à ce niveau-là, en tant qu'espèce humaine, la preuve, on n'a pas une odorat extrêmement développée. Louis, c'est pas non plus fou. Bon, alors que notre vue est très développée. On voit les couleurs, tout ça. Donc c'est normal que quand on pense imaginaire, on pense d'abord vision, malgré tout. Mais c'est vrai que les lieux, même les personnages, on les imagine pas pareil. Ça change pas fondamentalement les interactions qu'on a pu avoir, encore que. Mais moi, c'est ce que j'aime dans l'imagination, par opposition à montrer les choses en dehors de l'imaginaire, justement. Tu vois, quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, bah, je m'imaginais Aragorn d'une certaine manière. C'était pas Viggo Mortensen au départ. Hein. C'est toujours pas d'ailleurs. C'était toi, en fait. Non, même pas, même pas. Mais c'est ça qui est bien, justement, dans les livres, dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, c'est ce que j'aime, justement. Quand on montre pas une image et qu'il y a une description, tout le monde va imaginer quelque chose qui correspond le plus à l'ambiance qui semble être véhiculée ou à l'esthétique d'un lieu. Je sais pas moi, un lieu qui est décrit comme magnifique, avec des fleurs, un coucher de soleil, j'en sais rien. Dans l'esprit de chacun, ça sera complètement différent parce que chacun va imaginer ce qui correspond le plus à ce que les mots lui font dire. Ouais, c'est. En fait, donc toi, t'es plutôt. Je sais que Gogoth, déjà, celui qui pose la question, c'est quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube où il faisait des tutoriels sur des battle maps, etc. Donc c'est quelqu'un qui, lui, pour le coup, est plutôt intéressé par ça. Toi, t'es plutôt, on va dire, full théâtre de l'esprit. Moi, je dirais qu'en fait, il y a. Ça dépend l'objectif recherché à chaque fois. C'est toujours pareil. Il y a des trucs qui visuellement vont marcher et des trucs potentiellement je préfère que les gens l'imaginent, tout ça. Typiquement ce dont tu parlais, la spatialisation, en fonction de la situation, il y a, je dirais, des moments où je trouve que le flou est plus propice à ce que chacun imagine des trucs, etc. Tandis que si par exemple j'essaye de faire une phase de jeu, disons, où l'objectif va moins être d'imaginer et d'être... En fait, si j'ai envie d'une phase de jeu plus contrainte, finalement, le visuel, ça peut être pas mal. Parce que justement, quand on est dans le flou, je vais devoir potentiellement aller rechercher l'information en reposant tout le temps des questions ou inventer des trucs, etc. Et c'est pas forcément le même exercice que avoir devant moi, je sais pas, plein d'éléments et d'essayer de les combiner, par exemple, tu vois. C'est pas le même jeu qui se passe dans ma tête. Genre si par exemple tu montres une image je dis n'importe quoi, d'un port industriel, et je vois une grue, je vois des containers, je vois des quais, je vois des machins, je vois une corde par terre, etc. Tous ces éléments, potentiellement, peuvent faire fleurir des idées dans mon imagination. Mais d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que ça va pas être l'imagination comme on aime... En fait, ça va être l'imagination, on va dire, du créatif, du littéraire, tu vois, ça va plus être l'imagination potentiellement du problem solver, tu vois. Genre, ok. Ouais, ouais. Et du coup, je trouve que des fois, ça peut être rigolo d'utiliser du visuel, en fait, de voir le visuel comme une sorte d'outil que tu peux utiliser ou non, qui n'est pas nécessaire à ce que dans chaque scène, dans chaque machin, dans chaque truc, parce qu'à l'inverse, ça peut trop contraindre. Donc, je sais pas. Est-ce que ça te parle, ce que je dis, déjà? Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on oppose théâtre de l'esprit, battle map, tout ça, moi je ne débat pas les goûts, je débat souvent les arguments. Je sais plus dans quoi j'ai dit ça récemment, mais c'est extrêmement vrai sur ce sujet-là. Les battle maps ou les éléments hors esprit qui vont être présentés à tout le monde, là on a vraiment quelque chose de commun, vont permettre un jeu, pour faire simple, hein, plus tactique. C'est indéniable. C'est-à-dire que moi, dans ma défense du jeu théâtre de l'esprit, je n'utilise jamais l'argument qui dit « si, je peux faire tout aussi tactique sur du théâtre de l'esprit ». Non, pas du tout. Simplement, tu l'as très bien dit, c'est pas le but recherché. Tu peux faire apparaître des éléments de tactique en mettant en exergue des choix et tout ça, mais ça sera pas du tout vraiment du tactique
comme tu l'as dit, où tous les éléments sont partagés sur la table. C'est pas du tout le même jeu. Moi, ça me plaît moins, ça m'intéresse moins en jeu de rôle. Mais si quelqu'un recherche ça, il a tout intérêt à utiliser ce dont tu viens de parler. Si l'objectif est justement de résoudre un problème par rapport à des éléments qui doivent absolument être en commun. Après, moi, j'avais fait une vidéo sur la spatialisation où je donne quand même des astuces pour vraiment aider à imaginer un espace, mais plutôt que de décrire l'équivalent de toute une battle map, parce que là, en théâtre de l'esprit, c'est l'enfer de tout décrire, je vais décrire que l'espace restreint de l'action qui est important pour l'action en cours. Et je vais avoir des idées globales de zones de jeu. Là-bas, c'est où il y a le cœur de la mêlée. Là-bas, c'est où il y a plutôt les tireurs en embuscade. Entre les deux, il y a ce qu'on trouverait dans un site portuaire, par exemple. Et voilà, je m'arrête là. Et après, chacun va utiliser ses notions pour faire apparaître des éléments de décor si nécessaire. Moi, ça me suffit. Si tu veux absolument qu'il n'y ait qu'une seule corde par terre et un filet de pêche accroché à je ne sais quelle caisse, et que tout le monde doit avoir la même chose, ouais, là, c'est bien d'avoir un support visuel. Mais après, je pense qu'il y a aussi d'autres trucs visuels que la battle map. Alors, par exemple, tu vois, je me dis, alors ça pourrait être des mots. Dans une scène, tu vas avoir des joueurs qui vont avoir des facilités, tu vois, on va dire, à finalement faire de la narration partagée spontanément, c'est-à-dire dire je suis dans une taverne, donc en fait, je imagine bien qu'il y a ça dans la taverne et je vais m'en servir. Donc eux, au moins, ça va être leur tour de jeu, ils vont faire un truc cool, tu vois. Et peut-être il y en a, ils vont avoir plus de mal, je me dis. Enfin, c'est même sûr, puisque je l'ai déjà bien vu. En fait, t'as des joueurs, ils sont très vite, ils imaginent le truc, c'est très cinématique. Et ensuite, t'as l'autre, son premier réflexe, ça va être de poser des questions pour savoir si ça existe. Donc ça, c'est peut-être potentiellement un réflexe que tu peux, entre guillemets, déconstruire. Tu peux dire, tu n'es pas obligé de me demander s'il y a une cruche dans la taverne. Imagine ce qu'il y a dans la taverne, tu peux t'en servir. Et peut-être qu'au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. Mais après, je pense aussi, peut-être, ça va dépendre des références et de la culture de la personne. Il y a des lieux qui vont moins l'inspirer, des univers aussi qui vont peut-être moins l'inspirer parce que, je sais pas, c'est pas quelqu'un qui est fan de science-fiction. Et donc, si tu lui dis qu'il y a une bataille dans je sais pas, un vaisseau spatial, il va avoir du mal à imaginer des trucs dans le vaisseau spatial, tout simplement parce qu'il a vu moins de fiction de vaisseaux spatiaux que toi, tu vois. Et dans ce cas-là, je me dis que potentiellement, au lieu de sans faire autant de battle map, tu vois, tu pourrais mettre soit des listes d'objets comme mots, mais ça ferait un peu rêche, ou tu sais, mettre, je sais pas, des sortes de cartes ou d'éléments visuels qui ne sont pas forcément justement là pour la spatialisation, mais pour l'inspiration, tu vois, potentiellement. Je connais un MJ qui fait pas mal ça, c'est Jeremy. Lui, quand j'ai joué avec lui, il est très impliqué dans tout ce qui est aide de jeu. Peut-être pas exactement ce que tu disais, mais enfin, si, des aides de jeu visuelles, des photos, des portraits, des fois des objets. Et sa table de jeu, même donc la table virtuelle, se remplit petit à petit de plein d'objets. Alors, moi, dans mes goûts personnels, je n'ai honnêtement pas besoin de ça. C'est un détail. En revanche, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, même objectivement, déjà on voit le travail et l'enthousiasme du MJ, c'est important pour moi, donc je vois qu'il est impliqué. Et c'est vrai que je me rappelle d'un truc, il y avait une montre à gousset, et il changeait l'heure de la montre à gousset au fur et à mesure que le temps passait en jeu ou de l'heure qu'il était. C'est un détail, mais ça pouvait inspirer. Tu pouvais après imaginer que ton personnage, il avait une montre à gousset. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et donc, je pense que effectivement, c'est une sorte d'environnement, de décor, quel qu'il soit. Photos, aide de jeu, objets, même en réel et en présentiel, ça peut être vraiment des objets. Tout un ensemble qui vont aider les joueurs à être baignés dans une ambiance et leur donner des idées. Peut-être même sur une photo, il y aura des objets sur une photo qui vont... Ah ben, comme sur la photo, je vais prendre je sais pas moi, le tournevis qui est sur la table, et ça va aider. Je suis pas effectivement, je trouve que c'est utile. Et dernier point, j'avais une grosse discussion avec un joueur que je connais aussi qui s'appelle Olivier, sur mon Discord assez souvent et sur d'autres. Lui, il disait que les images, c'était assez important pour lui, parce que justement, ça allait l'inspirer même en tant que joueur. Et ça s'entend en fait. Moi, je vais avoir plein d'astuces pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'images, mais force est de constater qu'il y a des gens pour qui ça va être important et ça va les bénéficier. Alors que moi, je regarde à peine les images qu'on me présente d'environnement quand je joue. Après, il faut qu'à la table, et c'est la question là peut-être qu'on pourrait se poser, c'est qu'il faut, à mon avis, que tout le monde ait à peu près, avec quelques petites variantes, la même appétence sur un spectre, parce que si il y en a qui ont absolument besoin de battle map et d'autres que ça sort de l'immersion, bah même si tu sors la battle map pour aider celui qui aime la battle map, l'autre, tu vas le sortir de l'immersion. Et par opposition, si tu sors pas la battle map pour aider celui qui aime bien, il va être paumé et pas l'autre. Donc, faut une homogénéité quand même autour de la table. Yes, je pense que par exemple, en fait, faut voir quel est
à chaque fois aussi le pourquoi l'outil est nécessaire. Par exemple, si c'est un problème pour se spatialiser, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire une battle map, mais un simple schéma, tu vois. Genre, avoir la possibilité de, à n'importe quel moment, faire un croquis rapide pour se remettre au diapason, tu vois. Sans forcément ensuite la mettre à jour constamment et continuer à jouer sur ce croquis, etc. Tu vois. Ça peut être une sorte de point de rencontre. Mais après, toi, tu te sers quand même un peu d'image, non? Plus parce que je les mets sur l'actuel play que j'ai une joueuse par exemple qui ne regarde même pas les images que je présente. Et je m'en sers très peu en fait. C'est plus pour, je sais même pas pourquoi je le fais. Je pense que si je faisais pas d'actuel play, je préparerais pas d'image. Il se trouve que je les montre en jeu et que ce que je rajoute sur l'actuel play, c'est exactement les images que j'ai montrées en jeu. Donc le fait de les préparer pour ma partie fait que ça sera prêt où je les rajoute sur l'actuel play, donc ça me facilite la tâche. Mais si j'avais pas ce but final, franchement, voilà, c'est juste pour qu'il y ait un support visuel parce qu'on joue en distanciel. Et en présentiel, je n'utilise pas d'image du tout. Donc c'est vraiment propre au distanciel. C'est marrant parce que tu vois, par exemple, toi, tu utilises pas mal la musique. Et la musique, il y a, enfin, je sais pas si c'est vraiment pavlovien, mais tu peux vraiment influencer le déroulement d'une scène par la musique. Si je mets une musique triste, ça veut pas dire soyez triste. Mais potentiellement, comme il y a la musique triste derrière, ça va changer la manière de penser la scène à l'instant T, par exemple. Et je me dis que les images, il y a quand même de ça aussi, c'est-à-dire que même si c'est pas pour tout représenter, avoir un mood board, comme on dit des fois, ou une sorte de charte graphique ou ah, j'ai perdu le terme. Attends, je couperai au montage au pire. Ah, un truc qui montre un peu le canon esthétique dans lequel on se situe. Des fois, ça peut faire une grosse économie. C'est-à-dire que là, en fonction de comment je me représente la situation, visuellement, peut-être que je ne vais pas aussi jouer de la même manière. Je m'explique. On peut utiliser les mêmes mots pour décrire un village, mais si je l'imagine comme un truc un peu comme un dessin animé ou comme tu vois, en fonction du style, peut-être pas me situer au même endroit, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas aussi potentiellement un levier, tu vois, genre avoir ça veut pas dire que derrière on est obligé de tout représenter pour tous être exactement dans le même espace imaginaire et être sûr que tout le monde imagine bien ce que le MJ veut, etc., etc. Mais je pense que ça peut influencer. En fait, le simple fait que dans le style de dessin ou la photographie, etc., moi, ça va me projeter dans un type de fiction aussi, tu vois. Eh ben, c'est exactement la seule raison pour laquelle j'utilise quelques images. C'est pas pour indiquer ce qu'ils sont censés voir, c'est pour qu'il y ait une ambiance, une esthétique visuelle dans ce qu'ils regardent quand on est en distanciel. C'est juste pour ça que j'utilise. J'insiste sur le fait que mes images ne sont pas contractuelles. Ce qui fait foi, ce sont mes mots et ce que je décris. Donc j'explique bien que l'image n'est là que pour l'ambiance et l'esthétique globale. En aucun cas, il faut s'y référer pour la spatialisation, par exemple. Ça n'empêche pas que, je vais être honnête, hein, ponctuellement, un joueur va voir quelque chose sur une image, ça va lui donner une idée d'interaction à laquelle il n'avait pas pensé. Hein, je vais faire cramer les rideaux là que je vois sur l'image. Même si c'est pas contractuel, je vais dire bah ouais, il y a des rideaux. Donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Je dirais que les images, je les utilise plus pour moi-même comme source d'inspiration pour ensuite décrire des choses que pour les montrer. C'est un peu comme des personnages. Alors là, en revanche, je ne montre jamais d'images de personnages, mais je peux très bien utiliser une image de personnage qui m'a inspiré pour décrire quelque chose, ce qui va permettre d'inspirer donc ma description et de stimuler l'imagination du joueur. Et finalement, il imaginera quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'image d'origine. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est quelque chose d'un peu plus indirect. Et c'est l'utilisation que j'ai des images. C'est pas des références exactes. Donc oui, je suis d'accord. L'esthétique, l'ambiance. Par contre, je voudrais réagir sur la musique parce qu'il y a une différence. Justement, ça va stimuler le théâtre de l'esprit d'une manière, à mon avis, beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins autoritaire, faute d'un meilleur mot, que l'image. J'en reviens à l'idée que nous sommes quand même une espèce visuelle. On perçoit le monde avant tout par la vision. Et donc, si on me montre une image, chez beaucoup de personnes, l'image va s'imposer à l'imaginaire et vont avoir du mal à se départir de cette image pour imaginer quelque chose. Et finalement, ils feront beaucoup moins appel à leur imagination. Une musique, c'est un son qui est d'ailleurs qui n'est pas du tout intégré à l'histoire. Enfin, c'est un son qui n'a pas lieu en réalité. Je crois que j'ai un doute sur le terme extradiégétique, un truc comme ça. Ouais. C'est ça le terme. Donc ça peut stimuler un sentiment, une impression, un peu comme les mots le peuvent, sans imposer une vision exacte. Ça va stimuler l'imaginaire et la personne aura beaucoup plus de travail d'imagination à réaliser qu'en voyant quelque chose. Je trouve que la musique, au même titre que les mots, oui, s'imposent moins, sont moins autoritaires pour définir à notre place. Ça coupe moins l'imaginaire, ça va le stimuler et moins le remplacer.
alors qu'une image peut quand même très souvent, suivant les personnes, remplacer l'effort d'imagination. Ok, ouais. Intéressante théorie. Je pense ouais que ça dépend de tout un chacun. Hein. Ça dépend de tout un chacun. En tout cas, je pense qu'on a quand même pas mal répondu à qu'est-ce qu'on entend par théâtre de l'esprit. D'ailleurs, je me demande, j'imagine que Gogots avait son idée de ce que est le théâtre de l'esprit. Je serais intéressé de savoir pourquoi il a posé la question, parce que je sais Ouais. que il est sur des podcasts, des trucs comme ça, enfin que je pense qu'il est renseigné sur la définition de base, quoi. Et donc, est-ce qu'il y avait un attendu particulier? Ça m'intéresse. On va passer à une deuxième question. Celle de Santa Claus, et j'ai hâte de le revoir, ça fait longtemps que je ne vais pas parler. Avez-vous des pistes pour diluer la densité d'un univers? Quand je m'observe, je vois deux travers. Le premier, c'est qu'hormis quelques ellipses, mes aventures campagne se déroulent toujours dans une fourchette temporelle extrêmement restreinte, quelques jours ou semaines. Cela donne le sentiment, un peu comme dans One Piece, que tout est très condensé. Ce n'est pas vraiment un problème quand on joue, mais lorsqu'on fait un pas de côté, cela nuit à la vraisemblance générale. J'ai le sentiment qu'une solution serait d'inclure la composante temps long directement dans le processus d'écriture, par exemple une aventure en 1890, une en 1902, une en 1914, etc. L'autre solution proposée par les systèmes étant de mettre sur pied une réglementation des activités hors aventure, donc les downtime en fait, hein, souvent dans les jeux. Mais cela tend souvent à entrer en contradiction avec les différents MacGuffin d'une campagne. La question est un peu longue. Est-ce que t'as une manière de la résumer là, toi? Qu'est-ce que tu vois dans la question? Je pense que la question, c'est l'idée est de préserver une forme de réalisme dans la narration et justement que le temps, de donner l'impression que le temps passe et de justifier pourquoi l'aventure va durer 3 semaines, un mois, plutôt que tout en 2 jours. Il se passerait énormément de choses en 2 jours, ce qui ne serait pas réaliste. Dans la question, en tout cas, c'est ce que j'entends. Ok. C'est vaste et je trouve que la gestion du temps, c'est un élément vraiment passionnant en jeu de rôle. À mon avis, la première chose à considérer, c'est effectivement la cohérence narrative. Et si, dans la cohérence narrative, et ce qui va être intéressant à jouer aussi, s'il se trouve que en jouant au jour le jour, aujourd'hui, puis la nuit passe et c'est le lendemain et tout ça. S'il se passe des choses intéressantes chaque jour et que c'est justifié et justifiable, je vois pas l'intérêt d'étendre le temps. Si c'est complètement justifié, par exemple, on est en forêt et on est traqué et on fuit en forêt et vraiment ils sont sur nos traces. Bah, je trouve pas ça incohérent du moment qu'on a des choses intéressantes à faire jouer que on joue chaque jour de la traque. Parce que dès qu'on s'arrête, potentiellement, on peut être attrapé. Là, il y a pas d'intérêt à faire passer le temps outre mesure. C'est pour autant. Dès que ça devient plus intéressant, dès qu'on dit, écoute, oui, ça va durer longtemps, par exemple, la traversée de cette forêt, ça devrait prendre 10 jours. Là, c'est décidé en amont, ça. Le MJ s'imagine qu'il faudrait 10 jours pour traverser cette forêt. C'est lui qui détermine le temps que ça va prendre. Si dans cette traversée, il considère qu'il y aura que 2 moments où il va se passer quelque chose de concret, d'intéressant à jouer, ben, je sais pas, le premier moment, c'est après 2 jours de randonnée dans la forêt, il va dire, cela fait 2 jours que vous marchez dans la forêt, puis décrit un peu la situation rapidement. Et là, il se passe ça. On joue, il y a des choix, il y a machin, voilà, très bien, cool. Il se passe quelque chose, puis ils vont reprendre leur chemin, dans les conditions déterminées par ce qu'ils viennent de vivre. Ça a un impact. Et puis il se dit, bon, bah, la deuxième chose, ça arrive, cette fois 5 jours plus tard. Il fait une ellipse de 5 jours. Parce qu'on s'en fout de jouer les 5 jours où il ne va rien se passer. Ou alors où il n'y aura rien à faire de concret. S'il y a des décisions à prendre pour les joueurs ou que eux insistent parce qu'ils disent, bah là, j'aimerais bien faire un truc pendant ces 5 jours, pendant la traversée, est-ce qu'on se penche dessus? On zoome, comme diraient certains. C'est vraiment, à mon avis, le temps, c'est décidé par la logique des choses et on ne joue que ce qui est intéressant à jouer. Pour faire simple, hein, on peut rentrer dans le détail, mais... Ouais, je suis d'accord. On va en général plutôt essayer de jouer ce qui est intéressant à jouer. Ça semble assez logique. Cependant, la question est hyper. Du coup, c'est hyper dépendant, c'est ultra situationnel, on va dire. Quel est le jeu? Quelle est la période? Quel est l'objectif? Déjà, dans cette histoire d'inclure la composante temps long, comment expliquer? Je vois ce que Santa Claus veut dire, dans le sens où, quand on joue à un jeu de rôle, on sait aussi parfois qu'on est là pour jouer, et donc on a tendance, et c'est d'ailleurs un conseil qu'on donne qu'on sort à toutes les sauces, il faut que les joueurs ils avancent, ils fassent des trucs, etc., etc. Et donc effectivement, il peut y avoir ce côté, on va dire, on passe très très vite d'un endroit à un autre, et on a l'impression d'une certaine façon, je sais pas comment dire, que les personnages sont infatigables, qu'il n'y a pas de un truc un peu effréné, là où dans un film, on aurait pu ressentir un peu plus le temps qui passe, ou dans un livre, parce qu'il y aurait eu 2 pages d'état d'âme du personnage alors qu'il voyage, par exemple. Ouais, ça peut être fin de chapitre, boum, 6 jours plus tard, j'arrive aux portes de l'autre ville, ou ça peut être en 1 page, je décris les vallons que je traverse, je décris le fait que j'ai mal aux pieds, je décris le fait que je repense à un personnage d'il y a 3 chapitres qui me manque,
et que j'aimerais bien retourner le voir, mais pour l'instant, la mission est plus importante. Et donc, à travers les états d'âme et des petites touches de description, etc., je peux un peu donner vie à mon ellipse et J'ai compris. appuyer la sensation de voyage, donc potentiellement de vastitude, je sais pas, De vasteté. temps qui passe, quoi. En fait, en gros, je pense qu'il est en train de se dire comment ressentir le temps qui passe. C'est un peu ça, en fait, la question. Comment faire ressentir le temps qui passe? C'est ça, mais comme le temps et Voilà. l'espace, c'est lié, tu vois, je trouve que des fois, c'est un peu du pareil au même. Tu vois, on se dit rarement, là, tu disais, on va traverser une forêt, 10 jours, bah, c'est parce qu'il y a une dimension aussi d'espace à traverser. Et à ce moment-là, c'est presque plus important que le temps, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'on est dans le voyage, etc. Ah, je sais pas. Alors, non, mais là, moi, j'ai une idée de réponse, là. Parce que j'ai mieux compris avec ce que tu disais. Effectivement, je pense que c'est ça qu'il veut savoir. Moi, je répondais à la question telle qu'elle était littéralement. Comment faire en sorte que le temps se passe ou quand décider quand le temps passe? Parce que là, il pose la question, par exemple, est-ce que je peux prédire dans l'écriture, il y a une aventure qui se déroule en telle année, puis la deuxième se fera 2 ans plus tard. Ça, à moins qu'il y ait une raison particulière, un seul gros saut dans le temps, ça peut s'expliquer. Moi, je trouve qu'il faut faire attention en faisant ce qu'il suggère là, parce que s'il y a trop de temps qui se passe sans jeu, en dehors des parties, on perd les liens et les impacts directs sur les événements. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail là-dessus. C'est pas forcément la solution. Si la question c'est comment ressentir le temps qui passe, moi j'ai le cas en ce moment même sur ma campagne. J'aime bien, je comprends ce qu'il veut dire si il sous-entend que il a envie que les joueurs aient l'impression que il s'est passé du temps, ça fait des semaines, des mois qu'on est sur ce sujet, tout ça, ou alors justement on a traversé une longue forêt et je veux que mes joueurs, ils aient l'impression que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette forêt et qu'ils sont passés du temps. Bon, c'est un peu l'inverse que je vais suggérer. Si on fait des ellipses trop fréquemment, trop souvent, et qu'on joue pas assez les moments dans, disons, une traversée, pour l'exemple, eh ben, cette traversée, elle semblera pas longue. Oui, on pourra dire qu'il s'est passé du temps, factuellement. Cela fait 20 jours que vous marchez. Et maintenant, on passe à la suite. Oui, ça fait 20 jours, mais en termes de jeu pour les joueurs, ça t'a pris 10 secondes de dire ça fait 20 jours. Donc eux ne vont pas du tout ressentir le temps qui passe. Pour le coup, le temps qui passe, c'est un peu méta. Là, c'est le joueur qui doit ressentir que ce temps passe. Et donc moi, j'ai 2 éléments qui peuvent fonctionner. C'est ce que j'ai mis en place dans ma campagne. Justement, je prenais l'exemple de la forêt parce que dans mon objectif, je voulais que quand ils entrent dans cette forêt pour l'expédition, je voulais qu'ils aient l'impression, le jour où ils vont en sortir, putain, mais ça fait des plombes qu'on est là-dedans, que c'était oppressant, il s'est passé des trucs, c'était dangereux, survie en milieu hostile, tout ça. Et enfin, on sort des arbres, quoi. Qu'ils aient cette sensation. Il faut, si on est dans une campagne, qu'il y ait un nombre de sessions qui soit assez important dans cet environnement, dans cette traversée, dans ce défi ou ce truc qui doit prendre longtemps. Parce que si les joueurs ont joué beaucoup de sessions dedans, puis n'importe quoi, ils sont à 4 sessions là-dedans, bah, ils auront joué quand même 4 sessions, donc potentiellement 12 heures dans cet environnement. Ils vont se dire, wow, ça fait longtemps. Et là, il faut que la narration, elle soit en lien avec ça, parce que c'est vrai que si vous avez joué 4 sessions, mais qu'en fait, c'est passé une journée dans le jeu, ça va pas non plus. D'où les quelques ellipses parfois dans la traversée. Hein, s'il y a 4 sessions, bah, entre les 2 premières sessions, je sais pas, il se sera passé 3 jours de voyage, puis on reprend la troisième, ils sont encore dans la forêt, et là, il se passe des trucs. Voilà, c'est un mélange d'heures de jeu dans ce qui est censé durer longtemps, et les ellipses pour justement que ça soit synchro avec le ressenti des joueurs. Je sais pas si je suis clair. Si. C'est lié à la perception du temps qui est subjective chez les êtres humains. Et du coup, je sais plus, il y avait des expériences qui a été menées où on faisait attendre un mec en gare. Enfin, l'expérience a été faite sur plusieurs personnes, bien sûr. On faisait attendre la personne en gare et il y avait des événements qui se passaient. Et par exemple, la perception alors je sais plus quelle était la conclusion exacte, mais je me souviens des variables. Ce qui faisait varier, c'était le nombre d'événements et l'intensité des événements. C'est-à-dire que si j'attends et je fais rien, ça peut me sembler très long, mais ensuite, quand je vais m'en souvenir, ça va me sembler très court. Alors que si, à l'inverse, en 5 minutes, il m'arrive plein de trucs de fou, je vais en garder un souvenir très très fort et ça va me sembler très détaillé parce que c'est intense, etc. Et donc, ça va me marquer plus. Enfin bref. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est méta. Déjà, il y a un facteur, c'est l'écart aussi entre les séances. Parce que par exemple, le fait de dire on va passer 4 séances complètes dans la forêt, moi je trouve que c'est stylé, mais ça dépend aussi de la fréquence des sessions. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler avec Xantaclo, c'est peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo. Si je joue tous les mois, il est peu probable que je me dise je vais leur faire 4 sessions dans la forêt. Ça veut dire que 4 mois, enfin, tous les mois je reviens et on est toujours dans la putain de forêt. Et à un moment donné, j'ai envie qu'on en sorte. Ça dépend aussi de la durée de la session, etc. Mais je pense effectivement qu'il y a un truc, j'ai pas une réponse ultra technique à donner, mais comme toi, je suis d'accord, il y a une sorte de corrélation temps de jeu réel, ressenti de joueur, combien de temps on a passé dans cet endroit, et perception du temps qui passe dans la fiction, quoi.
En fait, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'il y a effectivement, je pense quand même que le nombre de sessions dans l'endroit ou dans le défi qui est censé durer longtemps, ou l'épreuve, ou peu importe, la séquence qui est censée durer longtemps, je pense quand même que le nombre de sessions est un facteur. Donc oui, malheureusement, si vous jouez qu'une fois par mois, vous faites qu'une seule session dans cette forêt, ben, les joueurs auront quand même moins l'impression que ça a duré longtemps que si vous en avez joué 4. Ça, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Pour autant, ce que tu as décrit avant, moi j'appelle ça la densité des différents blocs que tu vas retrouver dans une séquence. J'ai une vidéo entière là-dessus et ça ne s'applique pas d'ailleurs que pour la perception du temps, c'est aussi la perception d'une session bien remplie. Et je dis souvent que pour tester la densité d'une séquence, à la fin, si on est capable de la raconter et que ça prend du temps de la raconter, c'est qu'il s'est passé plein de choses différentes. Et comme tu l'as très bien dit, si on a fait une traversée dans une forêt, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça a duré 10 jours dans la forêt, ok. Mais c'est passé quoi? Bah on a traversé, le MJ nous a dit que c'était compliqué, que fallait chasser et tout. Mais en fait, ça a duré 10 secondes. Bon, densité. Ou alors, on a joué 3 heures, mais en fait, il s'est passé un seul truc. Il y avait un fossé et on a dû trouver comment contourner. Et quoi d'autre? Ben, c'est tout. Et là, la perception du temps, elle sera pas bonne non plus. Alors que, et ça, c'est une solution pour ceux qui peuvent jouer qu'une fois par mois, si dans la séquence, donc même si elle dure qu'une session, dans la traversée de la forêt, non seulement il s'est passé plein de trucs, mais entre ces événements qui se sont passés, il y a eu du temps narratif 3 jours plus tard, 2 jours plus tard. Et ben là, au sortir de ça, on se dira, oh, il s'est passé ça, on a pris telle décision dans la forêt. Là, ça sera bien rempli, on aura la sensation que du temps se sera passé, et en plus, ce sera vrai parce qu'on aura dit que 3 jours plus tard, 2 jours plus tard, etc. Et c'est lié, pour moi, là où c'est lié à la fréquence aussi, c'est que si par exemple, tu vois, comment dire, pour que sur 3 heures de jeu, il se passe beaucoup de choses différentes, il va me falloir un système probablement qui va me permettre cette progression très rapide d'un événement à un autre. Et donc, par exemple, si je joue qu'une fois par mois, je vais probablement prendre un système plutôt fluide qui va faire qu'on avance vite, parce que justement, sinon, on va avoir la sensation d'être dans l'ornière, puisque chaque mois, on fait avancer de 2 scènes l'histoire, tu vois. Par contre, si je jouais, je sais pas, je fantasme. Si, si je jouais la même campagne tous les jours, tu vois, je dis n'importe quoi, là, je pourrais plus me permettre d'avoir quelque chose qui va plus se focaliser sur les détails des résolutions de chaque situation. Parce qu'à la fin de la semaine, je me dirais, waouh, il s'est passé tellement de trucs. Et dans chacune de ces scènes, il y avait encore en plus plein de petits éléments, etc. Donc je pense, la question vraiment que je me pose, et il faudra que tu nous donnes la réponse, Santa Claus, c'est à quelle fréquence tu joues et combien de temps durent tes parties. Je suis sûr que ça aiderait vachement à trouver une sorte de réponse technique ou en tout cas des solutions à essayer. Maintenant, il y a un autre truc que je remarque dans la question, c'est... et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu étrange, parce que la première question, c'est avez-vous des pistes pour diluer la densité d'un univers, tandis que ensuite tout le descriptif. C'était pas la même question. Il me semble que c'était pas la même question. De mémoire, pour l'avoir vu sur ton Discord, que avez-vous des pistes pour diluer la densité d'un univers? De mémoire, c'était juste une question. Et il a détaillé plus la deuxième. C'est ce que je m'étais dit en lisant. Parce que je voyais pas le rapport entre les deux. Ouais, en fait, il y a 3 phrases en gras dans la question. Mais là, je l'ai mis dans l'ordre. Là, j'ai mis dans l'ordre tel que ça apparaît dans le Discord. Parce que, en gros, ce que je vois aussi, c'est j'ai des MacGuffin et vraiment des urgences, j'ai l'impression, dans la manière dont tu conçois les scénarios. Je ne peux pas me permettre de jouer sur le temps long. Parce qu'à la fin, là, tu vois, c'est écrit « Cela rentre souvent en contradiction avec le MacGuffin de jouer des choses qui se passent en parallèle. » Et donc de prendre du temps, en fait, finalement, à faire d'autres choses et peut-être à explorer plus en profondeur des personnages ou d'autres enjeux. Multiplier les enjeux, finalement. Est-ce que... ce qu'il veut dire. Et du coup, densité d'univers, parce que je peux comprendre aussi cette histoire de densité d'univers, c'est-à-dire que quand tu as un scénario, on va dire, la bombe va exploser dans 2 jours, bah, effectivement, les joueurs, ils vont probablement pas s'intéresser au contexte global, aux implications à long terme et à approfondir des trucs secondaires. Je prends un exemple, admettons mon personnage, il découvre, c'est un enquêteur, il découvre un crime. S'il y a un petit post-it écrit sur le cadavre, attention, je vais tuer encore 250 000 personnes d'ici demain. Il y a très peu de chances que je rentre chez moi et que je joue, je vais chercher mes enfants à l'école et les problèmes avec un type et que j'explore mon passé, etc. Parce qu'en fait, genre, j'ai un MacGuffin là qui va pas me permettre de dire que je laisse passer quelques jours et que je m'intéresse à autre chose, quoi. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça que ça va aussi dépendre de tout ce qui est mouvant autour des personnages. Et il faut que ces éléments soient soumis
aux mêmes contraintes que les personnages. Je m'explique en donnant un exemple concret. Encore une fois, ça tombe bien parce que je suis dans une campagne qui est un peu comme ça, où le temps il est plus long parce qu'il y a plus de distance entre les différents points d'intérêt du cadre. Tout simplement, il y a cette forêt, et il faut voyager souvent. Donc, je suis dans dans ce contexte, pardon. Et donc, ça fait des plombs qui sont dans cette forêt, des jours, semaines même, parce qu'il y a des ellipses entre les moments où ils voyagent jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Bref. Et il se trouve que dans cette forêt, il y a des clans, il y a des factions comme ça. Ils en croisent. Bon, je schématise. Hein. Et donc, ils commencent à apprendre que telle faction s'apprête à en attaquer une autre, mais que l'autre là-bas est en train de se préparer à faire tel truc. Bon. Mais ces factions, elles circulent dans la même forêt. Donc, elles sont soumises aux mêmes distances que les personnages. Par conséquent, même si une horloge, pour reprendre un terme qu'on aime bien, se met en marche et qu'ils savent que bon, j'ai une décision à prendre avant que eux, ils atteignent l'autre faction ou qu'ils aillent je sais pas, chercher des renforts pour ensuite aller les attaquer, ils se disent qu'ils ont un peu de temps, mais cette faction-là, elle a aussi du chemin avant d'aller à ses objectifs. Donc il y a une urgence, mais qui va s'étaler dans le temps quand même. C'est une urgence, mais c'est dans plusieurs jours quand même. Alors que si, effectivement, ils croisent la faction et ils savent que la faction, elle est à 500 mètres de l'autre qui veut l'attaquer, ah, c'est pas du tout le même délire. Ils vont vouloir rester. Donc il faut aussi permettre ça en rendant les choses assez claires pour les joueurs, pour qu'ils comprennent bien est-ce qu'ils ont le temps de faire telle distance qui va prendre 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est aussi pour ça souvent qu'on aime bien, en tout cas que moi j'aime beaucoup, jouer dans des contextes d'avant l'ère de l'information. Parce que non seulement il y a une question de distance, il y a une question à quelle vitesse l'information circule. Si on est dans un contexte contemporain, je suis bombardé d'informations, et si je fais un truc, dans l'heure qui vient, tous les intéressés sont au courant potentiellement, enfin ça peut aller très 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 vite. Ouais, bah oui. Là où si on est dans un contexte médiéval ou médiéval fantastique, le voyage, c'est une contrainte énorme et c'est le seul moyen de communication, c'est d'amener en dur l'information d'un point A à un point B. Et donc, ça donne beaucoup plus d'incertitude, je dirais, sur ce qui... je trouve que ça donne plus de souplesse. Parce que tu te dis, le messager, le brigand qui a vu les PJ tuer son équipe, je peux décider, ou moi, des fois, je fais ça de manière aléatoire, voir si il est mort ou pas en fuyant pour aller prévenir ses potes. Parce qu'en fait, il est dans la même forêt dangereuse qu'eux. Donc, s'ils le laissent fuir, ils peuvent se dire « Ah oui, cette faction-là, elle va nous en vouloir ». S'ils le tuent, normalement, personne ne sera au courant que c'est les PJ qui ont commis le crime, par exemple, à moins qu'ils aient laissé des traces. Et si une créature de la forêt quelconque le bouffe, au même titre qu'elle pourrait bouffer les PJ, pareil, le crime restera inconnu. Et ouais, en fait, tous ces facteurs, je me suis un peu éloigné du sujet, mais tous ces facteurs, comme tu dis, intrinsèques à la logique de l'univers, etc., peuvent permettre de laisser plus la liberté aux joueurs de aussi vivre à un autre rythme que notre rythme contemporain. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais aller très très vite de mon objectif à sa réalisation sans avoir des péripéties, parce que ne serait-ce qu'obtenir une information consiste à taper un truc sur mon ordinateur. Là où si je veux savoir un truc sur la ville qui est à 300 bornes au Moyen-Âge, bah voilà que je vais visiter tout l'univers et découvrir des tonnes et des tonnes de trucs et peut-être même reconsidérer mes objectifs. Parce que si je dois, je vais dire n'importe quoi, si je dois aller jeter l'anneau au Mordor, parce qu'il y a un elfe quelconque qui m'a dit c'est pour sauver le monde, mais que ça met 1 an à y aller et que les 6 premiers mois de mon voyage, je ne vois pas les dangers du Mordor. Mais peut-être que je vais me dire, qu'est-ce que je fous? Il m'a peut-être, bon, bien sûr, normalement, il y a un poids dramatique, des nuages sombres à l'horizon qui vont peut-être me faire me dire, oui, c'est vrai ce qu'il m'a dit l'elfe. Mais si je me mets dans les contraintes, on va dire, matérielles, dans la réalité de mon personnage et qu'il n'y a pas ces signes avant-coureurs de la fin du monde, au bout de 6 mois de voyage, si ça tombe, mon personnage il va presque avoir oublié ou ça te dit je dois plus détruire cet anneau et il y a quelque chose plus tard qui va lui rappeler, tu vois, genre il va y avoir la première attaque des orques et là il va se dire ah oui mais il disait vrai en fait, il faut vraiment que je détruise l'anneau. Et donc le fait qu'il y ait des longs voyages et que tout soit plus lent peut m'amener aussi plus souvent à reconsidérer mes objectifs et donc à m'intéresser à des choses différentes dans le contexte aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très bien. Et d'ailleurs, ça rejoint la première question de sa question. En fait, si c'était pas c'était la même, avez-vous des pistes pour diluer la densité d'un univers? Moi, j'avais plutôt en tête, avez-vous des pistes pour diffuser un univers, pour le distiller et pas d'un seul bloc? Eh ben, je trouve que le voyage, le temps qui passe aussi, justement, pour reprendre encore cet exemple de la forêt, c'est un excellent moyen parce que les joueurs, ils vont aller d'un point A à un point B, mais entre le point A et le point B, ils vont être confrontés peut-être à différentes choses qu'ils vont croiser.
d'autres factions, de nouveaux enjeux, des attachements, alors même qu'ils allaient juste au point B. Et si ça tombe quand ils vont arriver au point B, ils auront plus du tout la même façon de penser, ou peut-être qu'ils vont même décider finalement de pas du tout aller au point B et de rester aider ceux qu'ils ont croisés, tout ça. Je trouve que c'est un formidable outil pour justement exposer de manière interactive les joueurs à un univers, pour faire ce que moi j'appelle ouvrir le cadre progressivement. Et c'est pour cette raison, et j'aborde vraiment le point que je voulais vraiment aborder sur cette question-là, c'est je pense pas qu'il faille artificiellement, juste parce que faut que le temps passe, faire des ellipses de trop longtemps régulièrement, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que à mon avis les ellipses, il y a toujours des exceptions, hein, mais on les fait justement parce que pendant ces ellipses il s'est pas passé grand-chose. Sinon c'est dommage de pas avoir joué les trucs de dingue qui se passent dans les ellipses, sauf si vraiment on veut jouer la conséquence d'un choix majeur qui met du temps à se produire. Mais en faisant des grosses ellipses, on perd un peu le flux de l'effet direct de ce qu'on vient de faire. Et dernier point avant de me taire, moi je fais ça entre mes plus grosses ellipses, elles sont entre mes campagnes, qui sont dans le même univers, hein, pour qu'il y ait une sorte de chronologie. Je fais rarement plus d'1 an d'ellipses entre 2 campagnes, même si c'est des personnages différents, parce que j'aime qu'on perçoive directement l'impact immédiat de ce qui a été fait avant. On garde les mêmes personnages, ils vieillissent pas trop. Tu vois, tout est encore lié. Alors que si tu fais une ellipse de 10 ans, tu vas perdre plein de liens. Ah, c'est clair. Mais rien que là, tu vois, une ellipse entre 1902 et 1914, ça change quand même pas mal de choses. Ça Il y a change quelques énormément de événements trucs. qui ont lieu. Léger. Et Léger. d'ailleurs, ça, c'est un truc que je trouve très très cool et que je t'envie un peu, c'est cet enchaînement de campagnes dans le même univers. C'est un truc que j'aimerais bien faire un peu plus. On t'en parle souvent, ça. Ouais. Et je repensais à un autre truc. Je me suis perdu en route. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, par rapport aux ellipses, etc. Et au fait, en fait, j'ai envie d'exemplifier un peu cette histoire de. Je pense que c'est une très bonne question de se poser. Est-ce qu'on va jouer des choses qui sont entre les aventures, hors aventure? Et ça me fait penser à certains exemples plus ou moins connus. Par exemple, si je prends Gagner la guerre de Jaworski, Benvenuto, à un moment, il s'arrête dans une ville et il se lie d'amitié avec des sortes de saltimbanques là. Typiquement, ça c'est le genre de truc où je me dis, si tu mets trop la pression effectivement de ton MacGuffin, etc., et que on va dire ton scénario doit avancer, on doit jouer que ce qui intéresse ton scénario, tu vas justement potentiellement passer à côté de ce genre de trucs qui pour le joueur sont bien concrets. C'est-à-dire que si j'attends pendant 2 mois dans une ville pour me mettre, on va dire, à l'écart des intrigues politiques et de mes problèmes, en 2 mois, effectivement, je vais peut-être faire plein de rencontres et donc du coup avoir une densité d'un univers. Il y a cette ville qui n'a pas grand-chose nécessairement à voir avec l'intrigue qu'on a jouée jusqu'à maintenant, qui va ouvrir de nouvelles possibilités. Je vais peut-être me faire des amis dans cette ville, etc., reconsidérer les trucs, et finalement décider que j'abandonne complètement ma mission et le MacGuffin, et ce sera le moment de faire potentiellement retomber les conséquences du fait que j'ai ignoré le MacGuffin sur les gens de la ville. Et c'est pareil, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, je pense. Quand les PJ traversent la Moria, alors ils croisent quand même Gollum, mais les PJ, je dis, les PJ traversent la Moria. Ils croisent Gollum, qui a un lien direct avec l'anneau, mais cette péripétie-là, finalement, augmente vachement la densité de l'univers, enfin, élargit vraiment l'univers, la Moria, je trouve. Tu sais, tu te dis, waouh! Au-delà de l'histoire qu'on raconte, il y a vraiment un monde souterrain. En plus, comme c'est dans un souterrain, tu te dis, ça tombe, il y a un monde immense en dessous. Et le monde de la Terre du Milieu est vraiment gigantesque. Il y a bien sûr Gandalf qui prend le tarif là, mais on va dire c'est pas des trucs directement liés à l'anneau, à Sauron, etc., etc. Encore une fois, je pense que tu peux densifier ton univers et lui donner cette impression d'être plus grand, plus vaste, etc. à travers le voyage et à travers le fait que les choses soient lentes. Et du coup, dans ce cadre-là, on n'aura pas forcément l'impression que c'est des quête secondaire. Là où dans un univers contemporain, je me dis comment... Est-ce que dans un univers contemporain, c'est aussi simple? Je pense dans un univers contemporain, au niveau du temps, c'est beaucoup plus compressé. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, au niveau de la densité de l'univers, c'est pas forcément plus compressé. Non, c'est pas forcément... Bah, la densité de l'univers, ça n'a rien à voir en fait. Ça peut être... Mais simplement, la densité de l'exposition peut être potentiellement plus importante parce qu'effectivement, tu peux avoir accès plus facilement à l'information. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai des exemples comme ça dans mes... Déjà, tu devrais être harcelé par ton téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, oui. au lieu d'avoir beaucoup de temps, presque du temps qui pourrait te faire oublier ton objectif premier et te le faire reconsidérer, t'as 50 000 objectifs concurrents en même temps dans un monde plutôt contemporain. Oui, mais t'es sursollicité, tu vois.
tu vas pas jouer les pubs qui s'affichent sur ton iPhone ou les trucs comme ça, tu vois. Tu vas pas jouer tout ce qui te parasite, tu vas rester sur les éléments qui vont avoir un impact globalement sur l'histoire au sens large du terme, hein, pas sur l'intrigue principale nécessairement. Moi, j'ai pas trop remarqué. Alors, j'ai peut-être pas d'expérience là-dessus, parce que les campagnes, je les joue pas dans des univers contemporains. Moi, je fais des one-shots. Donc, par définition, je suis moins exposé à ce sujet-là. Donc, j'avoue qu'il aurait fallu que j'ai une expérience d'une campagne en monde contemporain pour te répondre vraiment en me basant sur mon expérience. Là, comme ça, tu auras moins de voyages, mais tu peux quand même être exposé à différentes choses. Tu vas quand même te balader dans une ville, par exemple. Tu sais, j'ai fait une campagne juste avant dans mon monde, certes médiéval, fantastique, tout ça, mais dans une ville, donc tout est plus proche, t'as pas de voyage. Bah, tu peux quand même exposer progressivement les joueurs. Simplement, le temps qui passe, parce que c'est le sujet quand même principal là, de la question, le temps est beaucoup plus resserré. Ça, c'est une certitude absolue, parce tout est accessible. Même dans un monde médiéval, c'est la même ville, ça va aller vite, quoi. Et je me rends compte que le temps s'écoule beaucoup plus dans ma campagne actuelle parce que, comme je l'ai dit, il y a plus de distance entre tous les points d'intérêt, par la force des choses. Ça me facilite, ça change pas grand-chose en jeu à l'exposition, à la manière dont je m'y prends. Simplement, dans l'histoire, il se passe plus de temps. Et tout le monde toutes les factions étant soumises dans cette même zone aux mêmes contraintes de voyage et de distance, bah en réalité, tout le monde est entre guillemets, au même rythme. Donc je ne sais pas si ça change grand-chose. Je voudrais quand même rebondir sur ce que tu as donné comme exemple, parce que j'ai l'exemple typique dans ma campagne où justement ils vont à un point B, puis il se passe un truc imprévu où ils décident de libérer quelqu'un finalement. Donc ils fuient dans la forêt et il y a un des gars qui leur dit qu'il peut peut-être les amener. Ils ont le choix entre plusieurs endroits où ils peuvent fuir. Ils décident d'aller à tel endroit. Finalement, ils se retrouvent dans un village paumé dans la forêt avec un clan traditionnel machin. Ils y restent. Un spectacle, il y a un machin. Toi, ils commencent à se lier d'amitié et ça change complètement. Comme tu l'as très bien dit, ils oublient presque leur mission d'origine et ils sont en train de la repenser complètement de par les liens qu'ils ont créés pendant ce voyage. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est vrai que ça sert bien pour ça. Je pense à un autre truc là, qui augmente vraiment pour moi cette histoire de l'univers est vaste, on s'intéresse vraiment à plein de choses au-delà de l'urgence. C'est tout simplement le fait qu'en fait, dans la manière dont c'est écrit ta question, Santa Claus, j'ai le sentiment, encore une fois à vérifier, que tu joues quelque chose où, et potentiellement parce que tu joues pas très fréquemment, encore une fois, ta contrainte, j'ai l'impression, c'est vachement cette histoire de MacGuffin, et en fait que les joueurs jouent le problème que tu leur as posé et que c'est le centre de l'expérience. Là où si, par exemple, je joue autour des objectifs long terme des personnages, par exemple, si je joue à un enquêteur qui doit empêcher le crime du lendemain de jouer, c'est clair que je vais probablement me concentrer là-dessus. Maintenant, je décide de créer un personnage qui est un écuyer qui suit un chevalier et qui doit apprendre de lui. Là, d'un seul coup, il y a plein d'événements différents, plein d'endroits différents qui peuvent être suivis parce que ma motivation, c'est pas de sauver entre guillemets, sauver le monde là maintenant. Si je joue une famille noble et ses suivants, ses courtisans, etc., qui essaye de redorer le blason de son duché, je sais pas quoi, je vais pouvoir jouer beaucoup plus de choses et de trucs différents parce qu'en fait, je vais suivre les objectifs des personnages qui ne sont pas des objectifs entre guillemets de vie ou de mort. Et donc, ça va eux aussi leur permettre en fonction de la manière dont ils veulent résoudre ces objectifs, d'explorer différents rythmes. Si je veux redorer mon duché, je vais pas forcément prendre mon cheval, aller tuer tout le monde et revenir et faire c'est bon. Je vais peut-être devoir aller à la rencontre des gens qui se trouvent sur mes terres, parler avec eux, essayer de découvrir leurs problèmes et donc me donner l'occasion de voyager et de rencontrer plus de personnages, etc. Et en fait d'ouvrir l'univers, quoi. J'ai rien à ajouter là-dessus. Quand même juste un point qui n'a, si ça a à voir. Je reviens une dernière fois sur ce qu'il dit là. Est-ce que ça serait intéressant d'inclure la composante temps long dans le processus d'écriture en disant une aventure telle année, puis l'aventure d'après telle année. Moi, j'aime bien le temps long. C'est vrai que c'est intéressant pour toutes les raisons que tu viens d'ailleurs d'énoncer. En revanche, je pense qu'il ne faut pas inclure le temps long juste pour dire qu'on inclut le temps long. Il y a toujours une question quand on a envie, que j'aime bien me poser quand j'ai envie de faire un truc un peu qui sort des clous, c'est à quelle fin. Là, tu suggères de dire je fais une aventure en 1890, puis la prochaine, elle sera en 1902. Qu'est-ce qui fait que c'est pas intéressant de jouer en 1890 et que ça s'enchaîne? Alors, si tu me dis parce que le premier scénario il sera fini et on va passer à une autre histoire, une autre intrigue 12 ans plus tard, oui, mais certainement que les deux seront décorrélés complètement. Donc, c'est plutôt
une mini-campagne dite épisodique, où là, ok, ça peut s'entendre, tu vas avoir une campagne avec un sujet d'histoire telle année, puis 12 ans plus tard, ce sera autre chose. Comme je le disais, c'est très difficile de maintenir un lien vraiment entre chaque session ou aventure, peu importe, s'il y a 12 ans qui se passent entre chaque aventure. Tu reprends presque à zéro. T'as plus cette sensation d'évolution, justement, dans le temps, paradoxalement. Si le temps doit passer, il faut que ce soit justifiable narrativement, soit parce qu'effectivement, il y a des distances à parcourir, c'est le truc le plus évident, on en parle depuis tout à l'heure, ou soit parce que tu considères que, je sais pas moi, les joueurs ont ils ont enfin réussi après plein de péripéties à lancer la construction de la cathédrale, et tu considères qu'il va pas se passer grand chose pendant les 2 prochaines années, et 2 ans plus tard, la cathédrale en est à telle étape de sa construction, et là, ça redevient intéressant parce que les choses sont de nouveau en mouvement. Voilà. Faut que ça ait une raison. À mon avis, je piffe ça. De mémoire, Santa Claus est prof d'histoire. Donc si ça tombe, t'as des épisodes historiques bien précis de 90, 1902, 1914 que tu veux faire jouer. Mais je pense qu'on a quand même pas mal parlé de la question. Ouais. On pourrait encore pas mal en parler, mais on va faire la troisième. La troisième, donc c'est une question de Laliscos. MJ qui a beaucoup mené... 1, 2, 3. MJ qui a beaucoup mené, joueur qui a beaucoup joué, tu vieillis, trouve ta moitié, fais un enfant, à moins de temps. Moins de temps pour jouer et écrire, mais ça reste en toi. Le manque arrive, tu ne sais plus par où commencer, trouver une nouvelle table, discuter de la passion, garder un rythme. Comment on refait du jeu de rôle quand on a trahi notre vocation? Tu tailles bien, parce que je veux quand même dire à ceux qui vont nous écouter que tu m'as bien dit que tu avais pensé à moi pour cette question parce que, je cite, « j'arrive sur la fin ». Exactement. Lien avec le vieillissement. Non, mais alors là, j'espère que les gens qui sont plus vieux que toi, et il doit y en avoir beaucoup, ils seront quand même très offensés. C'est le temps long. Triggered. Si vous êtes triggered, n'hésitez pas à en parler. Dans les commentaires, bien sûr. Bon, alors, j'avoue que cette question m'avait interpellé parce que j'avais répondu en partie sur ton Discord. Moi, j'avoue que, donc, pour que vous ayez la situation quand même, et ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je suis un peu la preuve qu'on peut avoir une famille très prenante et jouer au jeu de rôle. Donc, j'ai une femme, peut-être le pire, et j'ai 3 enfants, 3 garçons, dont des jumeaux, et les jumeaux et l'aîné sont rapprochés de 2 ans. Donc pour ceux qui ont des jumeaux et beaucoup d'enfants et des garçons, vous connaissez l'ampleur de cette configuration infernale. Bon, je n'ai jamais autant joué de ma vie. J'ai joué en réalité plus en 3 ans que je n'ai joué dans mes 20 ans de jeu de rôle, faut le savoir. Enfin, en tout cas, dans les années qui précédaient ces 3 ans. J'ai un travail, je m'occupe de mes enfants, enfin, je précise. Donc déjà, premier point, c'est tout à fait possible. J'ai même plus de temps à y consacrer que lorsque j'étais au lycée, parce que l'organisation, c'était dur, tout le monde était dépendant des parents, de qui va amener, enfin, bref. Et là, il y a le distanciel maintenant, qu'il n'y avait pas à l'époque. Je joue en distanciel, là, par contre, attention, là, on est clair. En réalité, la partie elle-même, c'est à 21h. Les enfants sont censés quand même, quand ils sont assez jeunes, être couchés à ce moment-là. Alors, c'est pas toujours simple, je sais, il faut faire la police, tout ça, je connais tout ça. Mais dans l'absolu, ils sont censés être au lit. C'est terrible, je parle d'enfants là, mais c'est l'enjeu principal. Sachant que tu les sédates pas, tu leur donnes pas des médicaments comme on faisait dans l'ancien temps, tout ça. Non, je ne les sédate pas. Et puis les miens sont très compliqués. Je peux vous dire que le sommeil et puis qu'ils aillent se coucher, il faut que je fasse la police. Pour autant, le but c'est non pas de s'organiser 10 minutes avant la session pour pouvoir jouer. Non, c'est organiser d'une certaine manière, façon de parler, toute la soirée, c'est être prêt, s'organiser pour que, à 21h ou peu importe l'heure à laquelle vous jouez, pour que ça y est, vous soyez libérés. Et donc, quand les enfants dînent, tout ça, c'est une organisation pour être prêt à l'heure H. Alors après, si vous avez des enfants dissipés, forcément, faut être présent. Maintenant, c'est aussi une organisation quand vous êtes en couple, quand vous avez la chance d'être en couple, quand vous avez vos enfants, c'est quand même plus simple. Vous jouez pas tous les jours. Il y a le jour où vous faites jeu de rôle. Si à 21h, le gamin, il a décidé d'emmerder le monde et de se lever, que votre compagnon ou votre compagne peut gérer sur la fois dans la semaine où vous faites du jeu de rôle, vous prenez le lead le prochain coup. Enfin, voilà, ça s'organise, quoi. Et si vraiment c'est terrible, vous faites une pause dans la partie jeu de rôle. Vous allez tabasser votre enfant, bien évidemment, c'est ce qu'on fait, je crois. Et vous revenez. Donc il y a toujours moyen d'être présent, on ne disparaît pas. Ah zut, tu viens de faire démotiser la vidéo. J'avais un partenaire Amazon, Odoo. C'est une blague, bien sûr, humour. Donc voilà, déjà il y a ça. Pendant la partie, c'est à 21h. A priori,
Alors oui, ça aussi, hein, ça implique aussi que votre moitié ne soit pas systématiquement dépendant ou dépendante de vous pour occuper la soirée où vous êtes. Parce que ça, c'est un truc que j'entends souvent. Bon, évidemment, si vous jouez tous les jours, il y a un problème. On est d'accord. Mais si vous avez une famille et que vous jouez 2 fois par semaine, 2 soirées dans la semaine, ou une soirée, peu importe comment vous organisez, bah c'est simplement que 2 soirées, c'est pour le jeu de rôle, ou une soirée, et on s'organise pour le coucher des enfants. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est les préparations de parties quand on est MJ. Là, c'est plus un... Parce qu'on le sait, hein, le jeu de rôle, mais c'est comme n'importe quel loisir en réalité. Qui, c'est le soir aussi, par exemple, le soir ou le midi, ou j'en sais rien, quand vous êtes dispo. Et puis, vous déterminez le temps que vous êtes capable de dédier à ça. Parfois, ça sera pas beaucoup pour certains à la préparation, donc et pour d'autres, ils ont un peu plus de temps. Bref, je vais te redonner la main parce que je suis parti en tangente. Le fait est que c'est possible et c'est souvent comme beaucoup de choses, comme l'entraînement par exemple, si vous voulez faire du sport, quand vous dites je n'ai pas le temps parce que j'ai ma femme, mes enfants, si vous avez le temps, à part quelques exceptions d'horaires de footrax et tout ça, ne vous énervez pas si c'est votre cas. Souvent, c'est qu'une question de priorité et d'organisation. Et je sais que ça plaît pas toujours à tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont vexés hein, quand on dit ça. Mais voilà, c'est comme tout loisir. Ouais, voilà. En gros, donc, nous avons eu une première partie sur l'organisation. Non, en vrai, ça dépend effectivement des circonstances. Il y a forcément des exceptions. Genre, je veux dire, ne serait-ce que si je travaille à des heures bizarres qui font qu'en fait, je ne suis pas disponible au moment où la plupart des autres gens sont disponibles, etc., etc. Mais par exemple, pour l'entraînement, tu peux faire du développé couché avec ton enfant, tu vois, comme ça. Hop. Et comme ça, en même temps, tu t'occupes de ton enfant et tu fais ton entraînement. Mais voilà, ça, c'est des petits hacks. Je pourrais vous les partager sur mon OnlyFans. Non, après, je pense il y a une autre question, c'est un peu l'heuristique de disponibilité. C'est-à-dire que de temps en temps, tu te dis donc c'est pas possible parce que effectivement tu manques au-delà de l'organisation de solutions où tu te fermes des portes tout seul. Par exemple, moi je sais que à des moments où j'aurais pu avoir énormément le temps de jouer dans ma vie, je ne jouais pas pour des raisons typiquement de je pense que les gens que je connais, ça ne va pas les intéresser. Ça peut être un premier truc. Donc en fait, je m'auto limite parce que je crois que c'est pas intéressant ou que voilà. Je peux aussi m'auto limiter en me disant ah je peux pas jouer avec les anciennes personnes avec lesquelles je jouais parce que elles sont plus disponibles et du coup ne pas entrevoir la possibilité d'aller voir d'autres gens et que ça me fasse peur peut-être. Je sais pas. Il y a aussi, je pense, le fait de, tu parlais de préparation, il y a le fait qu'il y a des jeux qui demandent plus de préparation que d'autres aussi. Donc en fait, il y a plein de manières différentes d'attaquer le problème. Si par exemple j'ai pas beaucoup de temps, est-ce que un levier que je peux avoir, ça n'est pas de t'apprendre à préparer beaucoup moins ou à improviser beaucoup plus. Enfin, l'un allant avec l'autre. Enfin, on se prépare à improviser, mais si je me rends compte, par exemple, que dans ma tête, par le passé, mon souvenir ce qui m'a marqué, c'est que je mettais 8 heures à préparer ma partie de jeu de rôle. Ça devrait pas conditionner la manière. Enfin, ça devrait pas m'empêcher de faire du jeu de rôle aujourd'hui parce qu'il y a probablement des moyens de jouer sans préparer 8 heures. C'est ça que je veux dire. Tout comme je pourrais jouer à des jeux qui sont très 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 basés sur l'improvisation, du style, et je vais même pas parler de jeux de rôle en dur avec des règles, etc. Mais par exemple, me dire, moi j'ai quelques points clés, genre 5-6 bullet points, et tout le reste, je l'invente sur le moment, ou je le tire au hasard quand il y a 2 options. Soit je me laisse guider par celle qui me semble la plus intéressante, soit j'ai une table aléatoire. Enfin, il y a plein d'outils, en fait, je tourne un peu autour du pot, qui permettent d'alléger la préparation, déjà, et donc faire en sorte qui vont faire que finalement, le seul temps que je vais avoir à dégager, c'est le temps de jeu, quasiment. Et après, je pense, en vrai, la question, je pense le truc qui bloque le plus, c'est pas le temps, hein. Pour moi, je parle plus du coup de mon point de vue, c'est d'oser aller jouer avec des gens qu'on connaît pas, peut-être. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que, en tout cas, pour les gens qui ont des enfants, j'entends très souvent ça. Ah, depuis que j'ai des enfants, je peux plus jouer ou je peux plus m'entraîner ou tout ça. C'est toujours la même chose, hein. C'est des loisirs en général. Je pense que pour les gens qui ont des enfants, c'est souvent la raison première qui est invoquée. Je veux pas faire mon laïus sur l'organisation, hein. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects, on va les aborder, mais quand même, c'est souvent la première raison invoquée. Ou alors le fait que, avec sa compagne ou son compagnon, il faut aussi passer du temps. Et oui, d'accord, il peut aussi y avoir une soirée où on fait un truc pour soi. Enfin, moi, ça me semble pas aberrant, mais après, chacun a son organisation et il y en a pour qui c'est assez difficile. Bon, donc c'est quand même l'élément principal qui est invoqué. En plus, les gens, faut être honnête, hein, quand c'est des enfants en bas âge, sont fatigués. Donc si on joue le soir, jeu de rôle, ça prend du temps. On se couche souvent à minuit, minuit et demi quand même, hein, quand on fait une partie.
Faut être honnête. Et quand les enfants ils sont à quelques mois et que ça te démonte quand même. Hein. Donc, il y a aussi cet aspect. Il suffit qu'en plus vous ayez un métier peut-être physique, je sais pas moi, vous êtes maçon ou jardinier ou autre, vous pouvez pas monopoliser votre cerveau pour mobiliser votre cerveau pendant ces moments-là pour penser jeu de rôle. C'est tout à fait logique. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a un emploi de bureau et qui, même en faisant son travail, peut parfois réfléchir à des trucs. C'est pas la même chose. Faut le savoir et il faut le prendre en compte. Maintenant, si c'est votre cas, bah, t'as tout à fait raison, Hugo, quand tu dis que il faut adapter sa pratique de jeu de rôle au temps disponible et à l'énergie qu'on a d'ailleurs. Si vous en pouvez plus, si vous avez un métier prenant ou autre, ben, faites pas des préparations de 4 heures de vos parties. C'est sûr, plus d'impro, plus de scénarios vraiment réduits à leur plus simple expression, des scénarios qui sont déjà écrits, pourquoi pas, même si parfois c'est plus de boulot. Je pense qu'il y a une notion aussi qu'on n'a pas dite, c'est le jeu à distance. Parce que souvent, je vois beaucoup, c'est des... alors là, je sais pas quel est l'âge réel de la personne. Hein. Mais comme elle a écrit, tu vieillis, moi tout de suite, je l'imagine grisonnante, alitée. Non, je rigole. Je pense qu'il sous-entend que tu vas vers une vie plus de famille, quoi. Je pense que c'est ça. Tu vieillis, trouve ta moitié, fais un enfant. Je pense que t'es pas grisonnant en général à cette étape de ta vie pour la majorité des gens. Pour la majorité des gens. Tu peux être genre un gars de 60 ans qui a enfin trouvé, qui a trouvé une petite jeune. Non. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le jeu à distance, montage, s'il te plaît. bien sûr. De toute façon, c'est terminé. C'est la dernière vidéo de la chaîne, je pense. Donc, le jeu à distance, c'est quand même un facteur. Parce que là, tout ce dont on parle, c'est en prenant en considération que toi, tu joues surtout à distance, les stats, non? Oui, quasiment exclusivement. Même 99,9% du temps. Il y a une exception de temps en temps. Ouais, voilà. Donc, je pense que pour quelqu'un dont par le passé, il a fait du jeu de rôle, je peux comprendre que ça soit un peu perturbant. Parce que moi-même, je me suis mis à jouer à distance il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu, peut-être un an, au moment du Covid, en fait. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, paradoxalement, comme disaient les stats, ça a vraiment fait exploser le nombre de parties que j'ai jouées. Donc c'est sûr que si le week-end, c'est les enfants et la famille et tout, j'imagine que tu peux plus aller en asso, par exemple, si c'était le truc que tu faisais avant, c'est peut-être plus compliqué et tout. Donc je pense effectivement que jouer à distance, ça change tout. Et je pense qu'il y a un autre paramètre potentiellement, c'est souvent on associe faire une partie de jeu de rôle, il y a un MJ, il y a 4 joueurs. Genre, il y a un peu, tu vois, le standard, c'est ça. Et du coup, niveau emploi du temps, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Là où si tu te dis, il y a un MJ, 2 joueurs, tu vas peut-être pouvoir continuer à jouer plus facilement avec des potes. Parce que souvent, les groupes explosent parce que t'as un pote, il déménage, ou t'as un pote, il peut plus être là le mardi soir, etc., etc. Et on se dit, ah, c'est fini. Alors que finalement, le nombre de personnes aussi que tu vas chercher à rassembler à chaque partie, c'est exponentiel, quoi. Enfin, c'est genre, plus il y a de monde, plus c'est compliqué de jouer fréquemment et de garder un rythme, comme c'est dit dans la question. Donc voilà, ça c'est un autre paramètre, le nombre de joueurs et aussi peut-être la durée des campagnes, je ne sais pas. Je pense après, pour trouver une nouvelle table, discuter et garder un rythme, voilà, il faut se rapprocher peut-être moi je me sers quasiment exclusivement que de Discord parce que j'ai l'impression que sur Discord il y a un aspect plus communauté. Et donc, du coup, tu vas plus facilement tisser des liens en fait avec les gens avec qui tu joues que en t'inscrivant. Mais encore une fois, j'ai très peu d'expérience là-dessus. En t'inscrivant juste, tu sais, sur des forums où il y a beaucoup de propositions de parties, etc. Tu vas plus facilement retrouver les gens et tout. Totalement d'accord. Moi, j'ai rencontré pas mal, mais en plus rencontré finalement après en présentiel, des gens qui sont devenus des potes grâce au Discord de jeux de rôle. Et ça commence pas toujours par une partie. Ça commence. D'ailleurs, il le dit très bien. C'est Laliscos, hein, c'est ça, la personne qui a posé la question. Ouais. Il dit par où commencer trouver une table, discuter de la passion. Et moi je dis discuter de la passion avant de trouver une table. Aller sur les Discord, parler de jeux de rôle et on voit assez vite les gens avec qui on aurait une affinité rôlistique. Et c'est à ce moment-là que si tu as un one-shot ou si tu veux intégrer un one-shot, réponds à une proposition de telle ou telle personne avec qui tu avais une affinité rôlistique dans la conversation ou propose-toi à ces personnes que tu as identifiées. Maximise tes chances que ce soit une table correcte pour ce que tu fais un one-shot, et si ça se passe bien, tu reproposeras à ces gens-là, peut-être qu'il y en aura un nouveau qui va arriver, et au fil du temps, ton cercle rôlistique, et je sais que pour moi, ça a vachement bien marché de faire ça, de partir de discussions, puis d'aller vers des parties one-shot, puis ensuite d'accueillir de nouvelles personnes dans mon groupe de campagne. Et là, la régularité, elle peut se faire, je pense que c'est en dernière étape, trouver un rythme, ça sous-entend que tu as souvent une campagne,
Pas toujours, mais on peut jouer des one-shots, mais bon voilà. Dernier point aussi, ça c'est moi je l'ai vu avec mon propre groupe, hein, des potes. Trouver un rythme. À la fin d'une session, n'attendez pas pour planifier la prochaine. Et le mec qui prend l'initiative, ou la nana, dans le groupe, il y aura toujours des personnes qu'il faudra aller chercher pour planifier la prochaine. Tout le monde n'est pas... Ça, c'est un truc... Ça m'énerve, je vous le dis honnêtement. Hein, ça m'énerve, mais j'ai accepté ce fait. Et donc, moi, à la fin de la session, on ne se quitte pas tant que la prochaine n'est pas planifiée. Parce que sinon, on voit pour replanifier. Oui, oui. Bien sûr. Pour garder un rythme, c'est indispensable. Voire planifier quelques parties, plusieurs parties, sur les 2 mois qui suivent, si c'est possible. Ne serait-ce que pour avoir des dates et des objectifs à tenir. Yep. Idéalement, le mieux, ça se transforme en truc de dev perso, en fait. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai maximisé ma productivité. Non. Tout ce que je déteste, en plus, c'est le paradoxe. Je déteste le développement personnel. Mais pour ce qui est... En fait, il y a un peu un truc de discipline, tu vois, comme avec l'histoire d'entraînement et tout. Et donc, du coup, c'est plus facile, je pense aussi, par rapport... Moi, j'ai pas d'enfant. Ok, j'ai juste une copine qui s'occupe très bien toute seule, donc je suis ravi. Mais il y a un truc dans le fait que si tu joues tous les mêmes soirs au jeu de rôle, qu'en fait c'est une sorte de rituel un peu, bah, c'est aussi beaucoup plus simple ensuite que ce soit prédictible et que du coup, entre guillemets, on te reproche moins. Tu vois, enfin, je veux dire, le mercredi soir, c'est un acquis pour moi que je fais une partie de jeu de rôle, tu vois. Et du coup, ça c'est aussi vraiment un truc qui augmente à fond la régularité et la fréquence des parties, c'est que moi je joue avec des gens où je leur dis cette campagne c'est tous les mercredis soirs. Ça veut pas dire que des fois ça va pas sauter, mais ça enlève encore plus l'histoire d'organisation et de devoir planifier la prochaine, etc. C'est tous les mercredis soirs. Et on part aussi du principe souvent, en tout cas dans l'année qui m'a précédé là, que s'il y a quelqu'un qui est pas là, c'est le moment de faire un one shot ou que quelqu'un d'autre. Après c'est parce que je joue avec des gens qui sont tous à peu près MJ, tu vois. Donc en fait, quand on peut pas, des fois on joue pas du tout, mais des fois c'est aussi l'occasion de se dire, eh bah vas-y, je vous fais mon one shot, et vas-y, et on se dit, ah t'as pas un truc pour demain, ah bah vas-y, je prépare un truc vite fait, et comme ça on crée une sorte de rituel à la manière de ce qui pourrait s'apparenter à du truc associatif ou club de sport, etc. Où en fait le rendez-vous est déjà pris comme si j'allais à ma répète d'orchestre toutes les semaines ou je sais pas quoi. Et ça, c'est plutôt cool. C'est idéal. Et après, pour vous montrer qu'on peut faire aussi avec des gens qui ont des horaires particuliers, moi, ça fait des années que j'ai un joueur qui a des horaires changeants. Et encore là, ça s'est amélioré. Maintenant, il a tous ses horaires sur une longue période. Mais avant, c'était toutes les 2 semaines, ça changeait. Bon. Donc, on pouvait pas dire on joue tous les mercredis. Impossible. Et donc, on planifiait, comme je le disais. Et en fonction de ses horaires, il nous donnait, là maintenant, il nous donne sa commande, comme il dit, de tous ses horaires jusque, je sais pas, 2 mois plus tard, quand il l'a. Et on regarde ensemble et on fixe les dates en fonction de ça. Bon, pourtant, c'est une contrainte, hein. Mais voilà, effectivement, faut le planifier et l'ancrer dans le marbre et s'y tenir. Je dirais aussi que, alors c'est peut-être moins plaisant, moins bisounours, mais justement, quand on a des enfants, parfois on est fatigué, tout ça, et on n'a pas forcément la motivation. Ça, c'est un gros piège pour le jeu de rôle et pour plein d'autres trucs. Notamment, j'en parle souvent, mais l'entraînement, les trucs comme ça. Ah, là, je suis plus motivé, machin. Le plus important, si vous voulez vous tenir à un loisir et après en tirer quelque chose, à mon avis, c'est le mot que tu as employé, Hugo, tout à l'heure, c'est la discipline. C'est comme se brosser les dents. Des fois, t'es pas motivé pour aller te brosser les dents, mais il faut peut-être quand même aller se brosser les dents. Je dis pas je dis pas qu'il faut se forcer à faire du jeu de rôle. Ah oui, mais si je le fais sans Mais parfois, oui, même pour un loisir. Encore une fois, quand on a des enfants, on est fatigué souvent. Et si on s'en tient uniquement à la motivation, on risque de louper plein de trucs, vraiment. Et on est content après. Moi, ça m'arrive souvent de dire, oh là, j'ai pas envie de faire ma session. Mais je devrais pas le dire, mes joueurs vont... Mais des fois, j'ai pas spécialement envie. Et j'y vais, je me lance. Et une fois que c'est parti, je suis ravi. Donc, la discipline, c'est-à-dire, si, on le fait, faut le faire. Et on en retirera une satisfaction. Je pense que c'est plus important que d'être esclave de sa motivation. Tout le monde a une motivation fluctuante. Yes, et d'ailleurs, ça me fait penser là sur le truc discuter de la passion. Je trouve qu'un truc qui change pas mal aussi comme paradigme par rapport à l'époque où tu joues avec tes potes, des fois tu joues avec des gens qui sont pas passionnés. En fait, t'as des gens qui viennent... déjà, c'est un divertissement, mais c'est plus qu'un divertissement pour certaines personnes. Et en gros, quand tu traînes un peu sur des Discord, etc., et que tu parles avec des gens qui sont passionnés, tu te rends compte que c'est d'un seul coup beaucoup plus simple de s'organiser parce qu'en fait, dans l'ordre des priorités et de comment on s'organise, justement, le jeu de rôle, alors il va pas passer au devant de se brosser les dents, par exemple, c'est beaucoup plus important. Mais le jeu de rôle, il va être assez haut sur la liste des priorités. Et en fait, à la fin, finalement, ça fait un peu un
d'esprit, mais je dirais positif. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est de jouer très fréquemment, d'explorer des nouvelles propositions, de jouer avec des nouvelles personnes, etc., accepter aussi peut-être à un moment donné de te dire, il y a des gens, j'aimerais bien jouer avec eux, mais en vrai, ils fournissent pas beaucoup d'efforts pour le faire. Je tiens plus à jouer avec eux que ne tiennent à jouer au jeu de rôle. Parfois, tu mets énormément d'efforts. Par exemple, moi, je sais à un moment, je mettais beaucoup d'efforts pour faire jouer mes potes. Quand on jouait, ils disaient tous c'est super, mais je devais les traîner en fait, parce que c'est un divertissement comme un autre pour eux. On aurait pu faire un jeu de société, on aurait pu aller faire autre chose, etc., etc. Et c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même relation avec la partie que quand t'arrives. Et les gens, ils attendent impatiemment le truc, ils s'investissent, etc., etc. Je pense que tu as beaucoup plus de chances de trouver des gens passionnés comme ça sur Discord ou dans une association, etc., que dans ton entourage direct, si tu veux vraiment avoir un rythme assez conséquent, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est très vrai. Tu auras plus de chances de trouver des passionnés et ça change tout dans la planification et l'organisation. Je vais pas répéter ce que tu as dit, mais il y a c'est la différence entre le joueur qui, quand tu as proposé une date, il va dire non, je ne suis pas disponible, et le joueur qui va dire non, je suis pas disponible, par contre, cette date-là, je peux, et cette date-là, je peux, et qui a vraiment envie, parce qu'effectivement, c'est une passion aussi pour lui, et donc il veut absolument réussir à le caser. Et on va forcément faire plus d'efforts d'organisation, ou même de motivation, entre guillemets, même quand on est fatigué, pour le faire. Quelqu'un qui est pas très passionné, s'il a une nuit de merde à cause de ses gosses, il va pas vouloir jouer. Quelqu'un qui est passionné, il va jouer quand même. Maître Renard, qui est dans mon groupe actuellement, le mec, on termine la partie à minuit, parfois minuit et demi. C'est excessif, c'est un fou. Hein. Il se lève à 3 heures du mat, lui, pour aller bosser. On a arrêté la partie à minuit et demi. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. Hein. Attention, c'est un extrême, mais c'est pour montrer que la passion peut mener parfois à vraiment de gros efforts. Alors, il y a un juste milieu la plupart du temps. Mais quelqu'un qui n'est pas passionné ne fera pas ça. C'est une certaine... Quelqu'un qui est passionné ne fera sans doute pas ça la majorité du temps. Donc, c'est important. Et moi, je vous avoue que des fois, au sein des joueurs avec qui je joue encore actuellement, je vois cette différence-là, où il y en a certains, on a l'impression presque qu'on doit qu'ils font des concessions pour jouer. Alors que des fois, j'aurais envie de dire, écoute, tu devrais avoir vraiment envie de jouer si t'es enthousiaste. Donc Yep. le Discord permet ça, de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont tout aussi passionnés. Dernier conseil, si par exemple, vous êtes disponible que le matin, jouez avec des Asiatiques. Sur ce, merci les stats. Attends, juste un truc, j'ai un dernier conseil quand même pour ça. Là, on en parle comme si c'était évident, facile, quand on est passionné, tout ça. Non, ça l'est pas toujours. Et je pense que c'est comme tout, c'est comme l'entraînement quand on veut faire du sport régulièrement. Je pense que c'est d'abord se fixer des objectifs qui sont pas excessifs. Si l'idée c'est de se remettre au jeu de rôle, ne commencez pas par vous dire il y a Hugo le bon MJ qui joue tant de fois par semaine, les stats qui jouent 2 fois par semaine. Faites un truc qui a l'air facilement atteignable, une fois par mois. Peut-être. Vous fixez ça une fois toutes les 3 semaines. Voyez comment ça s'inscrit dans l'organisation. Et si au bout d'un moment vous vous rendez compte que ça se tient bien, peut-être en rajouter une deuxième dans ce laps de temps. Faire les choses progressivement parce que sinon, si vous vous foirez en tentant tout de suite 3 fois par semaine, vous allez arrêter. Ouais, même. Des fois, on s'auto-limite aussi. Par exemple, moi là, j'ai 2 parties. Enfin, cette semaine, j'en ai 3, mais en général, j'ai lundi, mercredi. Et souvent, je me dis, si j'en mets une 3e... En fait, des fois, je me retiens d'en mettre une 3e en me disant, si je suis fatigué, si je suis machin, si je suis truc. Et en fait, quasiment systématiquement, genre le jeudi ou le vendredi, il y a un moment le soir où je me dis, putain, je ferais bien un jeu de rôle. Mais je m'auto-limite là où potentiellement je pourrais me mettre un créneau un peu plus fluctuant. Ça aussi, c'est un truc, c'est que en faisant plusieurs one-shots, là, c'est vrai que c'est vraiment bidon. Mais en faisant plusieurs one-shots, c'est aussi comme ça qu'on croise des gens avec qui on va jouer. En général, tu récoltes un peu les joueurs un par un à différentes tables d'une certaine manière. Ça veut pas dire que les autres, tu rejoueras jamais avec eux et qu'à chaque fois, il y en a un seul qui en vaut la peine. C'est pas ce que j'essaie de dire, mais souvent, tu fais... je sais pas, moi je fais un one shot, je le fais jouer à 2-3 groupes différents. Puis ensuite je recontacte une personne dans chacun de ces groupes où je me dis lui il était particulièrement investi, il était intéressé par ce qui était proposé, il venait pas en tant que consommateur, j'ai envie de dire, de la partie. Ça avait l'air vraiment de l'intéresser, je vais le recontacter. Et ça veut pas dire que tous les autres je les reverrai jamais. Parce que, en fait, moi j'ai une sorte d'alternance entre les moments où je vais proposer, on va dire, de manière ouverte des parties, ou alors aller, moi, répondre à des propositions de parties
pour un peu aller rencontrer de nouvelles personnes. Puis ensuite, il va y avoir le moment où, a posteriori, à froid, je me dis, ah, lui, il était quand même vraiment sympa, etc. Je vais essayer de recontacter ces gens-là. Et c'est souvent à ce moment-là que les campagnes vont avoir lieu. Là où aller à plein de tables différentes, c'est plutôt propice à faire des rencontres, voir des styles de jeux différents, même des jeux différents. Et des personnes différentes et faire un petit tour d'horizon. Bon bref, je pense qu'on a dit pas mal de trucs. J'ai l'impression qu'on a un peu dit des banalités. Je sais pas si on a dit des trucs révolutionnaires à la East Coast, mais d'un autre côté, c'est parce que aussi des fois, y a pas de trucs révolutionnaires. Non. Exactement. Il n'y a pas de tour de magie, Pardon. C'est comme le sport. Il n'y a pas de solution de facilité, c'est la régularité et le fait d'en faire une des priorités. Et c'est pareil pour tous les loisirs. C'est comme la lecture, faut se donner le temps et s'organiser et s'y tenir. Dans le sport, tu peux quand même prendre des drogues. Bon allez, on va arrêter. Ça t'oblige quand même, tu dois quand même t'entraîner. Mais effectivement, tu peux prendre des amphétamines si tu veux tenir sur le jeu de rôle. Alors, Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Là, on a atteint une durée assez. On est à 1h30, je pense que on a fait le tour. Bah, merci les stats. N'hésitez pas à poser d'autres questions, tout ça, bien sûr. Et puis à nous dire l'Alisco, Santa Claus et Gogots si on a répondu aux questions que vous aviez posées. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Le Bon MJ. Au revoir.